Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France, RMC, le podcast fait avec et pour les artisans. La preuve, je m'appelle Mariette et je suis moi-même menuisière. Au gré des épisodes, ce podcast va parcourir les régions pour aller à votre rencontre. Et aujourd'hui, Épinay-sur-Seine est notre étape, et plus précisément le Kiloutou d'Épinay qui nous accueille d'ailleurs. Merci à eux. Durant cet épisode, nous allons évoquer un sujet qui parlera probablement aux artisans quand on sait que 80% d'entre eux utilisent quotidiennement un véhicule pour leurs activités professionnelles. En effet, aujourd'hui, on discutera des bonnes questions à se poser avant de choisir son véhicule et de comment l'aménager pour être efficace sur les chantiers. Autour de l'établi pour m'accompagner, je reçois Simon Poulain et Kamel Chenouf qui sont justement deux spécialistes dans le domaine. Bonjour messieurs. Bonjour Mariette. Oh, vous étiez bien synchro. Bon alors, ma présentation était hyper courte vous concernant. Je vous propose de vous présenter un petit peu pour que les auditeurs sachent un petit peu ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes justement ici pour cette thématique. Ok, enchanté. Donc je suis Simon Poulain, je suis le créateur de Fourgon Rangé, qui est une société qui range les fourgons, tout simplement. Tout est dans le nom. Voilà, c'est ça. On voulait faire simple, on a trouvé simple. Simple et efficace, ça parle aux artisans. L'idée, en fait, c'est de partir de la boîte vide qui est proposée par nos confrères chez Toyota, par exemple, et d'en faire un outil de travail parfaitement adapté à son utilisateur, donc avec des rangements, des galeries, des protections, des barres, mais je crois que Mariette, toi, t'es l'exemple type puisque t'as fait ça dans ton véhicule. Voilà, ouais. Donc voilà, en gros, on essaye de trouver toutes les solutions qui vont optimiser le quotidien des artisans, des utilisateurs. D'accord, ça marche. Et toi, Kamel, Alors, moi, je suis brand manager chez Toyota et j'ai en charge l'ensemble de la gamme véhicules utilitaires de la marque. Donc, c'est le petit fourgon, le ProAce City, au fourgon moyen, le ProAce, jusqu'au tout dernier, le ProAce Max, qui est le dernier fourgon arrivé dans la marque Toyota, qui va de 11 à 17 mètres cubes. Et aussi, on a historiquement un pick-up dans la marque Lilux. Et effectivement, mon boulot au quotidien, c'est de faire en sorte que Toyota prenne une part importante sur le marché des véhicules utilitaires et rejoignent effectivement des acteurs historiques du marché des VU. Et pour le moment, chez Toyota, ça se passe plutôt bien. D'accord, donc justement, toi, tu vas nous donner les bons conseils pour choisir probablement le Exact. véhicule, pas forcément penser que au volume. Parce que c'est vrai que quand on s'installe en tant qu'artisan, ou même quand on renouvelle son véhicule, il y a peut-être des critères qui nous viennent tout de suite à l'esprit, mais il y a peut-être au-delà de ça qu'il faut regarder. Parce que moi, je vois, on pense au volume de chargement, on va penser éventuellement aux endroits où on va l'utiliser. Tu parlais du pick-up, évidemment, on va pas forcément penser au pick-up tout de suite si on parle d'un milieu citadin. Quels sont les premiers critères à prendre en compte quand on veut choisir un véhicule? Alors évidemment, toi, tu vas peut-être plus prôner le neuf, mais ça vaut aussi pour l'occasion de toute manière. En fait, effectivement, quel que soit si on achète un véhicule neuf ou d'occasion, bien évidemment, choisir un véhicule, c'est un véhicule qui est adapté à son activité. Donc l'activité et dans l'environnement dans lequel évolue le véhicule. Donc forcément, on va prendre en considération l'activité. Donc forcément, ça a un impact sur la dimension du véhicule, le volume intérieur, longueur, hauteur utile, largeur utile, charge utile. Tout ça, c'est des éléments effectivement qui sont à prendre en considération sur le choix du véhicule, mais aussi tout le confort à l'intérieur du véhicule. Est-ce qu'on travaille effectivement, est-ce qu'on a besoin combien de personnes on a besoin de transporter et bien évidemment. Et puis toi, dans ton cas, par exemple, tu transportes effectivement du matériel, en tout cas des choses sur lesquelles tu as travaillé, que tu vas monter effectivement demain. Donc forcément, tu as besoin d'avoir des dimensions qui sont adaptées. Puis après, il y a la notion aussi d'environnement et dire effectivement quel type de motorisation aussi j'ai besoin. Un véhicule motorisation thermique, essence, diesel ou électrique en fonction de ce que je veux, la manière dont je vais utiliser effectivement mon véhicule. Oui, parce que maintenant, on l'a bien vu, il y a des contraintes, notamment quand on est dans des villes, dans des grandes villes avec des critères environnementaux. On peut plus aller n'importe où avec n'importe quel véhicule. Est-ce que c'est devenu aussi une préoccupation, pas juste pour l'écologie, mais aussi pour la réglementation, le fait de s'adapter et de pouvoir circuler en tout temps, tout lieu, dans n'importe quelle ville? Il faut avant tout avoir la liberté de pouvoir circuler. Donc forcément, si on veut pouvoir aller sur le lieu sur lequel on va pouvoir agir en tant qu'artisan, il faut avoir la certitude de pouvoir aller sur le chantier et donc du coup être en conformité avec la réglementation. Et aujourd'hui, les réglementations évoluent, changent et on sait qu'on a avec les ZFE des limitations qui sont liées effectivement aux critères, aux vignettes critères. Et donc en fonction de la motorisation de son véhicule utilitaire, on va pouvoir accéder ou pas à certaines zones.
Donc forcément, on doit le prendre en considération. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'environnement dans lequel on évolue, parce que ça aura un impact effectivement sur le choix de la motorisation. Et bien sûr, forcément, on a ces ZFE qui sont en train d'être mis en place petit à petit sur le territoire. Et puis, on a aussi un autre élément qui concerne plus aujourd'hui les grandes entreprises, qui est la loi LOM, qui aujourd'hui incite les entreprises, ou en tout cas les oblige à avoir une part de véhicules électriques dans le renouvellement de leur parc. Et on sait qu'il y a des réflexions aussi auprès du gouvernement de faire évoluer cette loi LOM pour faire en sorte que ça touche toutes les entreprises. On va en parler tout à l'heure du véhicule électrique parce que c'est un gros sujet qu'il va falloir évidemment aborder. Toi, Simon, tu vois passer beaucoup de véhicules chez toi, les artisans des fois qui font leur premier achat ou même qui changent de véhicule. Quand il y a des changements de véhicule, est-ce que tu vois qu'ils restent sur des mêmes gammes ou est-ce qu'ils se sont rendus compte peut-être que la première fois ils avaient vu trop petit, trop grand? Quelles sont tes constatations dans le domaine? Alors c'est hyper variable et c'est hyper variable même dans un domaine identique. C'est-à-dire que deux plombiers peuvent être très différents dans leur utilisation du véhicule. Que ce soit au niveau du gabarit, Kamel en parlait, un plombier qui va travailler en ville aura peut-être un petit véhicule compact et puis un plombier qui travaillera à la campagne aura un gros véhicule et emmènera quasiment tout son atelier. Et dans l'aménagement, on va avoir les mêmes variations. Alors en plus, quand ils changent de véhicule, parfois ils progressent dans la connaissance de leur métier et dans leurs besoins. Ils optimisent leurs besoins, ils optimisent aussi leurs dépenses. Ils font aussi en fonction des gammes qui existent, puisque les gammes évoluent. Donc il y a des véhicules qui ne se font plus, des gabarits qui ne se font plus. Mais globalement, on essaye aussi d'optimiser leur budget. Et du coup, de transférer, lorsque c'est possible, les meubles, de façon à ce qu'ils n'aient pas à repasser à la caisse, et qu'à la limite, ils aient un budget pour améliorer, plus que refaire l'ensemble. Oui, pour compléter éventuellement. C'est ça. Et puis, au niveau des premiers véhicules et des gens qui se lancent, il y en a qui font carrément un financement sur tout l'aménagement, quitte à avoir un vieux véhicule d'occasion, mais avoir un aménagement optimisé pour gagner du temps. Parce qu'en plus, souvent, quand ils se lancent, ils sont seuls. Ils sont les utilisateurs et les acheteurs. Et c'est pas toujours le cas après dans les grandes sociétés. Donc, il y a vraiment une notion d'optimiser, mais un peu comme l'outillage. Je pense que quand ils achètent leurs outils, ils vont prendre leur marque favori, ils vont investir parce que c'est vraiment avec ça qu'ils vont travailler. Et le véhicule se disent éventuellement, je mets un peu moins dans l'immédiat parce que j'ai pas la trésorerie pour. Et quand je serai stable et que je pourrai être financé, je prendrai sans doute une location ou un crédit bail. Quitte à même changer pour un véhicule électrique, on l'a dit, avec une nouvelle contrainte. Et surtout, l'offre qui se diversifie, et je pense que chez vous c'est le cas, mais chez tous les fabricants évidemment. Donc au fur et à mesure des années, les artisans s'adaptent aussi à ce qu'on leur propose. Il y a une statistique qui est assez intéressante. Il y a à peu près 30% des artisans qui envisagent l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride dans les 5 ans à venir. Donc ça veut dire que 70% ne l'envisagent pas. Il y en a toujours qui prévoient, alors soit parce qu'ils comptent garder plus que 5 ans leur véhicule thermique actuel, soit parce qu'en fait l'électrique leur fait peur. Est-ce que, Kamel, on a des raisons liées à ces préjugés-là? Est-ce qu'ils sont toujours avérés? Est-ce qu'ils sont motivés par des faits réels? Ou est-ce que les préjugés ont la vie dure et empêchent à l'électrique de se développer? En fait, on a fait, nous aussi, une étude sur le sujet. On est allé consulter 1500 artisans, on a posé des questions, savoir quelles étaient leurs attentes en termes de mobilité. Et on retombe sur les mêmes chiffres que tu viens d'énoncer, sur le fait que 30% envisagent de changer pour un véhicule électrique. Mais dans les 70% qui se disent aujourd'hui ne pas l'envisager, mais en réalité sont prêts aussi à changer, pour plusieurs raisons. La première, c'est si demain, on va dire, un véhicule électrique est au même prix qu'un véhicule diesel. Il y a le coût, évidemment. Exactement, qui est à prendre en considération. Et souvent, en fait, dans les préjugés, tu parlais de préjugés, c'est se dire, je ne passerai pas à l'électrique parce que l'électrique, c'est plus cher. Mais on pourra détailler après, plus tard, le point. Et le deuxième point, en se disant aussi que les capacités du véhicule électrique sont moindres que celui du véhicule électrique. Alors bien sûr, il y a la question d'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, 80% en tout cas, le kilométrage moyen réalisé par un artisan au quotidien, c'est 60 km.
Et ça, nous, on a fait l'analyse sur la base des véhicules qu'on finance auprès des artisans, et c'est en moyenne 60 km par jour. Oui, parce que tous les artisans ne font pas 400 km par jour. Bien Des fois, il y a évidemment. un rayon de 40 km autour d'eux. Exactement. Et finalement, l'autonomie est totalement maîtrisée Exactement. avec la plupart des véhicules électriques. Avec la plupart des véhicules électriques, sachant qu'aujourd'hui, on a plusieurs moyens de se recharger, mais aujourd'hui, avec 60 km d'autonomie, on tient largement sa semaine, en fait, en réalité, et on a besoin que de le recharger que le week-end. Parce que dans votre gamme, c'est quoi l'autonomie moyenne ? On démarre à 320 km et on va jusqu'à 420 km. Et pour un temps de chargement de quoi, 12 heures ? C'est entre 8 heures et 10 heures en fonction des véhicules. Oui, donc on met ça la nuit, quand on rentre au dépôt, c'est réglé. Exactement. Donc on peut faire ça la nuit, on peut le faire effectivement sur les bandes de recharge, on va dire qu'on peut retrouver effectivement dans l'espace public. Et aujourd'hui, en plus avec les services qu'on propose, aujourd'hui on a des cartes de recharge qui sont à disposition et on peut recharger dans plein d'endroits différents, parcs publics. Et aujourd'hui, on a accès à plus de 100 000 bornes en France avec les cartes de recharge qu'on propose. Simon, toi, quand tu fais des aménagements, est-ce que tu as des différences à prendre en compte quand tu veux aménager un véhicule thermique et un véhicule électrique ? Oui, obligatoirement, ne serait-ce que dans la fixation, puisqu'en fait, bien souvent, on a des batteries qui sont sous le plancher de chargement du véhicule. Mais pour les thermiques, tu as aussi le réservoir, des fois, non ? Ouais, mais le réservoir est souvent plus petit et moins... Donc toi, il faut que tu adaptes ta pose. Ouais, il faut que j'adapte. Alors, j'ai la chance de travailler avec des fournisseurs qui y pensent aussi. J'ai un fournisseur en particulier suédois. Donc là-bas, c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte depuis longtemps, parce que légalement parlant, ils sont obligés d'avoir beaucoup plus de véhicules électriques que nous. Donc, il y a des systèmes de colle, il y a des systèmes de plancher, d'insert dans les planchers bois. Et puis après, il y a aussi tout le sujet autonomie, où je suis obligé d'optimiser encore plus la capacité pour maintenir une bonne capacité de charge, donc avoir des meubles plus légers. Et puis au niveau aussi des galeries, par exemple, je suis obligé d'utiliser plus l'aluminium que l'acier, avoir quelque chose de vraiment profilé pour garantir. Parce qu'il y a quelques années, les aménagements qu'on voyait tous quand l'artisan arrivait chez nous, c'est des aménagements en bois. Ouais. Maintenant, les matériaux qui sont généralement utilisés, ça va être quoi ? En fait, on s'est rendu compte que le bois, même si on pourrait penser que le bois est plus léger que le métal, pour avoir une résistance équivalente, on est obligé de mettre plus de matière. Donc, au final, le meuble qui aura la même capacité d'emport en bois sera plus lourd que en métal et encore plus qu'en aluminium. Parce que en gros, si tu avais avant une étagère qui faisait 20 mm d'épais, là tu mets de l'aluminium 4 mm et ça revient même, quoi. Alors, même pas 4 mm Ouais. en fait, c'est vraiment... Oui, parce qu'il y a la forme du profilé aussi qui va fait. faire la rigidité de l'ensemble. C'est ça. On a la chance de travailler avec des fournisseurs qui sont des grosses sociétés industrielles avec un vrai bureau d'études qui nous apportent des produits. C'est pas simplement une tôle pliée qu'on fait nous-mêmes. On fait pas non plus appel aux soudeurs du coin pour créer le meuble. Donc c'est vraiment des choses qui sont optimisées, fabriquées de façon industrielle, avec des aciers spécifiques. Mais un peu comme les véhicules, en fait. On s'est adapté au type de véhicule. Les véhicules, ils essayent d'optimiser leur poids, ils optimisent leur rigidité, les bruits, avec des colles, des choses comme ça. Et en fait, on a la même chose dans les meubles. Parce Oui, que ça va être pareil. du sur-mesure. C'est-à-dire que je vais dire, là, je veux une étagère qui fait 40, mais devant, je veux une étagère qui fait 30, là, à telle hauteur, etc. C'est vraiment une composition sur mesure. C'est une composition sur mesure. On s'adapte aussi aux outillages, parce que c'est quelqu'un qui va avoir que du DeWalt, par exemple, il n'utilisera pas les mêmes caisses que du Makita, etc. Et puis, on a aussi la notion de bruit, qui peut être aussi très désagréable, et du coup, encore plus dans l'électrique. Puisque on a un véhicule complètement silencieux. Si on commence à avoir juste un petit gling-gling derrière, ça rend fou à la fin de la journée. Ouais. Alors justement, tu disais, il y a des choses sur lesquelles il faut être très vigilant quand on fait l'installation. Est-ce que ça conforte dans l'idée que c'est pas forcément une bonne idée de faire soi-même son aménagement ? Alors, déjà, c'est pas une bonne idée parce que légalement, maintenant, ça n'est plus autorisé. Ça doit être fait par un aménageur qualifié par l'UTAC, le service d'homologation des véhicules. Donc toi, tu es agréé, tu passes un agrément tous les 2 ans ? Alors, tous les ans au début, et puis après, c'est tous les 2 ans, et on a des audits qualité, on a un serveur, on stocke tout ce qu'on a fait, on a un vrai suivi sur nos achats de pièces, et sur la qualité de nos véhicules, et sur les pesées des véhicules qui sortent de chez nous, pour optimiser le poids et maintenir les charges utiles. Donc ça, c'est l'obligation. Et puis après, il y a le bon sens. C'est que la plupart du temps, un artisan, il va quand même être plus efficient dans son domaine que dans l'aménagement de véhicules. Donc là où il va passer 3 heures à aménager son véhicule, et encore 3 heures, c'est vraiment peu, il sera meilleur à utiliser 3 heures pour faire son métier. Et du coup, nous, on fera notre métier, qui est l'aménagement. Donc de ce point de vue-là, déjà, d'un point de vue pécunier, il va s'y retrouver. Et puis après, il y a tout le savoir-faire. Et puis il y a aussi l'accès aux fournitures. Nous, on a des choses, des meubles, justement,
qu'un artisan ne peut pas acheter directement lui-même. Vous avez des rivets de la taille d'un doigt, on va se le dire pour C'est fixer vrai. ça. Et des riveteuses de la taille d'une main, du coup. Ouais. Kamel, il y a une étude de la Fédération française du bâtiment qui dit qu'après les charges salariales, le véhicule utilitaire, c'est un des postes de dépenses le plus important pour les entreprises. Est-ce qu'au fil des années, c'est toujours la même problématique pour accéder à des véhicules qui sont neufs, ou est-ce que voilà, les tarifs restent raisonnables, restent réguliers au fur et à mesure des ans? Il y a des évolutions là-dessus? Forcément, comme tout produit, on subit les inflations, on subit le coût des matières, on subit bien sûr le coût social. Donc forcément, l'automobile est, comme toute activité, subit des augmentations qui sont liées à l'inflation naturelle. Ouais. Aujourd'hui, les artisans se plaignent pas forcément, on va dire, du coût, l'accessibilité, on va dire, des prix des véhicules. Et sachant même le prix est pas forcément un critère, on va dire, pour un artisan, ce qu'ils regardent, parce que souvent ils financent leur véhicule, ils vont regarder le loyer, ils vont regarder l'évolution des loyers par rapport. Oui, tu veux dire que c'est pas forcément un achat comptant au début, ça va être des systèmes de location de plus en plus. Exactement. C'est aujourd'hui, si on prend, on va dire on a 90% des véhicules qui sont financés, que ce soit en crédit bail ou en location longue durée, et ou en crédit classique. Donc le critère est donc du coup est souvent l'artisan. L'achat du véhicule est en plus un achat qui c'est son premier outil de travail, c'est sur lesquels effectivement il donne le plus d'importance lorsqu'il le choisit, et bien évidemment il regarde aussi ce qui se passe dans la concurrence, hein. Et ce qui l'intéresse avant tout, et son premier critère, bien sûr, il est important, le prix, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de faire en sorte que le véhicule soit utilisable tous les jours. Donc, et c'est un outil de travail, et il faut que ça roule. Parce que quand on est en location, ça n'empêche pas justement de mettre un aménagement, on peut quand même l'utiliser. Bien évidemment. Parce bien évidemment. On sait que quand on prend une voiture de location, la moindre éraflure, ça devient très compliqué. Mais quand on est artisan, je veux dire, il suffit de charger un meuble, du matériel, c'est très vite arrivé. C'est quoi les contraintes spécifiques liées aux utilitaires qui sont en location? En location longue durée, bien évidemment, il y a une restitution qui se fait à la fin du contrat, et on doit le rendre dans un état qui permettra de permettre revendre le véhicule en location pour la personne en tout cas l'entreprise qui a loué le véhicule. Et c'est pour ça que la plupart des artisans en fait font ce qu'on appelle du crédit bail. Donc c'est-à-dire qu'ils font de la location avec option d'achat pour être propriétaire du véhicule à la fin de location. Donc bénéficier, on va dire, des avantages, on va dire fiscaux ou comptables, on va dire, de la location. Tout en étant, on va dire, dans une situation où on est propriétaire. Ça évite de sortir toute la trésorerie d'un coup. Exactement. Et puis surtout, si on se rend compte que le véhicule n'est pas adapté à nos besoins, ça permet de changer de modèle, j'imagine. Oui, alors généralement les artisans ils connaissent bien leurs besoins. Alors oui, c'est pas des achats coup de tête. Exactement. Donc ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils recherchent, qu'ils ont besoin effectivement. Puis ils peuvent venir aussi, j'imagine, en concession pour vérifier, monter, essayer, des choses comme ça. Alors généralement, quand on vient voir un véhicule utilitaire, un artisan, la première chose qu'il fait, c'est ouvrir les portes arrière. Il va pas regarder ce qui se passe côté volant. D'ailleurs, un des véhicules de la tournée, extraordinaire, les portes arrière, elles peuvent se mettre sur le flanc. Elles s'ouvrent à... C'est une ouverture à 270 degrés, c'est le Pro S-Max. Et c'est vrai qu'on l'a de série sur les versions Start Comfort. Et c'est... quelque chose qui est très appréciable, bien évidemment. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, un artisan, il utilise effectivement le crédit bail parce que ça lui permet de faciliter et puis surtout, il est capable d'adapter en fonction de tes problématiques de trésorerie. Imaginons un cas, sur une année, il va faire du résultat, il met un premier loyer majoré extrêmement important, ce qui va lui permettre de défiscaliser sur cette année-là et puis maintenir des loyers, on va dire, fixes sur les années suivantes, quoi. Simon, on l'a vu, acheter un camion, c'est un coût. Mais évidemment, mettre un agencement aussi. Est-ce que tu peux nous donner des grosses fourchettes du petit aménagement basique à l'aménagement total, le coût que ça peut représenter pour un artisan? Et surtout, est-ce que derrière, ça fait une plus-value pour le véhicule si un jour il veut le revendre? Alors, oui, ça fait une plus-value. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce que parce qu'on protège de base le véhicule, donc on évite les dégradations, donc on évite de perdre de l'argent. Après, la fourchette, ça va plutôt être un râteau parce qu'on va aller de
tout le monde n'a pas le même besoin et n'a pas le même volume en fait, à remplir. C'est ça quelqu'un aussi. qui va juste faire du transport, il va juste protéger le véhicule. Alors, soit il prend un Toyota et c'est déjà dedans, soit il passe me voir et je lui mets une protection pour, on va dire, Ouais. sur un... Ou juste peut-être même des rails aéro avec des barres verticales qui permettent de ça, par fixation. exemple, on est sur un budget de 350 €, rails et barres comprises. Voilà. Et pourtant, ça va répondre à des problématiques, ça va éviter d'abîmer les marchandises. Voilà. Donc, on peut arriver à juste un petit équipement tout simple qui facilite la vie, des points d'ancrage supplémentaires, à vraiment le camion qui devient un atelier ambulant, quoi. Le véhicule atelier, on a le cas par exemple sur tout ce qui fait de la maintenance hydraulique. Typiquement, je crois que d'ailleurs que Kiloutou a des véhicules comme ça, où on a un vrai véhicule atelier parce qu'on doit dépanner, on doit refaire du sertissage, des choses, donc on a un vrai établi, on a un étau, des tiroirs, on a de la quincaillerie, on doit avoir tout. Et là, dans ces cas-là, on est sur des budgets qui peuvent aller jusqu'à 15 000 - 16 000 €, tout en restant dans la partie véhicule utilitaire normal, moins de 3,5 tonnes, avec toujours une bonne capacité d'emport, parce que ça reste le critère. Mais par contre, si un jour le véhicule doit être changé, renouvelé, il y a moyen de transférer cet équipement. C'est un investissement, en fait. L'aménagement peut durer 10-15 ans. En Suède, qui est mon fournisseur principal, on a déjà vu des aménagements qui avaient 35 ans. C'est-à-dire, souvent, c'était l'entrepreneur qui était l'utilisateur, et il était aussi précautionneux avec ses outils qu'avec son aménagement. Et si on en prend soin, il n'y a pas de raison, ça dure. Ouais. Kamel, la durée de vie moyenne d'un véhicule professionnel, ça va être quoi ? Alors, généralement, les professionnels gardent leur véhicule 4 à 5 ans. Avant de renouveler et de passer effectivement sur un nouveau véhicule. Je parle bien des artisans. Là, ça va être plutôt pour les artisans qui prennent du véhicule neuf, du coup ? Oui, du véhicule neuf. Mais après, le véhicule a une deuxième vie, une troisième vie. En première main, on va l'utiliser peut-être 4-5 ans. Exactement. Mais le véhicule qui va après être utilisé en seconde main, troisième main, on va peut-être l'utiliser 15-20 ans. Exactement. Et puis, souvent, des fois, il change de continent. Donc, le véhicule a... Et puis, en fonction... Et puis, ça permet, en plus d'avoir... Quand on a des véhicules neufs, des véhicules d'occasion plus ou moins âgés, en fonction, je viens de démarrer mon activité, j'ai un budget qui est un peu plus moins important, je vais trouver un véhicule d'occasion qui correspond effectivement aux besoins et puis surtout au budget sur lequel je suis capable. Et puis derrière, lorsqu'on est établi, on garde des véhicules neufs pour des questions, on va dire, de garantie. Et de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ce qu'attend un artisan avant tout, c'est de faire en sorte que son véhicule continue à rouler. Donc pour qu'il roule, il faut qu'il ait aussi une concession à côté de lui qui lui permet de faire le service en temps et en heure, répondre à son besoin quand il a un problème. Et ça, c'est la force effectivement de Toyota en général, même de beaucoup de concessions, c'est d'être en proximité avec les clients artisans qui ont besoin d'un service efficace, rapide et disponible. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'un véhicule professionnel, il peut durer 10-15 ans, sans souci. Oui. Mais l'avantage d'avoir des véhicules neufs, c'est qu'on a des options qu'on ne trouve pas sur les véhicules qui ont été fabriqués il y a 10-15 ans, notamment sur la sécurité, tout ce qui est aussi le développement des accessoires numériques, la vidéo et choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui rendent la vie des artisans beaucoup plus simple maintenant et qui sont proposées dans vos véhicules ? Aujourd'hui, on est frappé par le fait qu'aujourd'hui, un véhicule utilitaire, lorsqu'on est au volant d'un véhicule utilitaire, on a l'impression d'être dans un véhicule, un VP, un véhicule particulier, quoi. Donc on a autant d'éléments de sécurité qui sont au même niveau, on a autant des équipements, on va dire, d'infotainment, on a de l'Apple CarPlay, on a des caméras 360, on a des systèmes de navigation quand on a un véhicule électrique qui nous permet effectivement d'anticiper ses déplacements et voir où est-ce qu'on va pouvoir se recharger. Donc aujourd'hui, et puis après, on a des éléments de sécurité tels que les systèmes anti-collision, les alertes de franchissement de ligne, les caméras de recul. Oui, ça va être la sécurité au volant. Exactement. Mais il y a aussi, j'imagine, pas mal de sécurité pour le chargement, pour les véhicules, la traçabilité. Enfin, même la traçabilité du véhicule, les GPS. Alors, exactement. Aujourd'hui, les véhicules sont connectés et on a des applications pour la plupart des constructeurs, et on l'a chez Toyota, bien sûr, une application qui s'appelle Mighty qui permet à un moment donné de connecter les véhicules et savoir où est-ce qu'il est à n'importe quel moment, quoi. Bien évidemment, pour des questions d'assurance ou de sécurité, ça permet de savoir où est-ce qu'il est, savoir si on est alerté lorsqu'on a laissé le véhicule ouvert. Et de se dire je vais le fermer. Enfin, c'est plein de petits avantages comme ça qui font qu'à un moment donné, on facilite quand même la vie pas mal de l'utilisateur, quoi. Et Simon, c'est vrai que quand on pense à un artisan et à son véhicule, on pense tout de suite à un camion. C'est vraiment le stéréotype. Pour autant, tous les artisans n'utilisent pas forcément un utilitaire
au sens où on l'entend parler. Oui, Kamel parlait des véhicules personnels. Est-ce que ça t'arrive de faire aussi des équipements dans des voitures individuelles pour, par exemple, je sais pas moi, la coiffeuse de domicile, pour le vétérinaire avec des grands tiroirs, des choses comme ça? Souvent, en fait, déjà le véhicule particulier devient un véhicule utilitaire. Oui, par la force des choses. Entre le siège auto et le. Ouais, alors non, même pas. Même d'un point de vue légal, moi je pensais au ce qu'on appelle les dérivés VP. Oui, les voitures de société. Tout à fait. D'accord. En gros, donc ils n'ont que 2 sièges à c'est l'avant. ça. En gros, on enlève la banquette à l'arrière, on s'en occupe, on remet un cache-bagages et du coup, on a une vraie capacité d'emport de marchandises supérieure à la capacité d'emport de personnes. Mais par contre, quand on peut transformer un véhicule personnel en véhicule de société en enlevant les banquettes, par contre, on peut pas faire l'inverse. On peut le repasser en véhicule particulier. Mais il y a des contraintes il y a des administratives. subtilités, on peut pas le faire avec tous. Il faut plus contraignant. Donc là aussi, c'est réversible, c'est-à-dire que si tu achètes un véhicule, que tu le transformes en véhicule pour ton travail, etc., tu pourras le revendre et le restituer dans son état initial. C'est souvent d'ailleurs l'intérêt de le faire, et c'est là où la recherche des besoins du vendeur de véhicules sera hyper importante. Parce que si on sait que la personne veut un beau véhicule, par exemple, parce que pour aller travailler, il fait 800 km par semaine, donc il va prendre un Toyota RAV4, par exemple, qui est une bonne voiture routière, qui a une bonne capacité d'emport, mais il aura que besoin de 2 places. Et là, on va pouvoir le transformer. Par contre, au bout de 5 ans, si le véhicule est à 150 ou 200 000 km, il va être difficilement revendable en 2 places. Alors que si on remet des places, il a une nouvelle vie. Et donc, c'est là où nous, on intervient justement pour faire la transfo. Et puis, on se doute que ça aide aussi à l'image de marque. On a tous en souvenir des artisans qui viennent, qui ouvrent les portes, il y a tout qui dégouline par terre. A fortiori, dans un véhicule individuel, quand tu ouvres le coffre, il y a tout qui se balade, ça fait pas propre, quoi. Donc, pour l'image de marque aussi, c'est important d'avoir quelque chose de rangé. Le véhicule, en fait, c'est l'image. En fait, on dit souvent qu'une coiffeuse, elle va entretenir son salon au top. Et en fait, l'artisan, il doit entretenir son fourgon au top. Et c'est son image. Moi, le premier, quand je fais installer une clim chez moi et que on arrive avec un fourgon tout déglingué et les outils qui traînent partout, j'ai pas envie de laisser la personne intervenir dans ma maison. Ouais. Alors vous savez, je ne sais pas si vous aviez cette information-là, mais c'est une information qui est partagée par pas mal de fabricants de systèmes d'aménagement. Mais on estime qu'un aménagement bien pensé peut réduire le temps de recherche d'outils de 15 à 30% par intervention. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est un investissement quand tu vas chez ton prestataire pour faire un agencement. Mais si à chaque chantier, tu gagnes 15 à 30% de la main-d'œuvre de tes salariés pour pas qu'ils cherchent inutilement des outils, l'économie, elle est considérable à la fin. Et il y a même aussi sur les consommables, parce que s'ils sont bien rangés, dès qu'on a besoin d'une vis, un écrou, on va le trouver facilement. Et si on le trouve pas facilement et que c'est en bazar, on va le racheter. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans qui mettent tout en vrac et qui se retrouvent avec 40 boîtes de vis de la même taille. Non, ça n'existe pas. Non, en effet. Et du coup, si tu les as bien rangés, que c'est étiqueté, que tu sais qu'à tel endroit, il y a telle vis, tu la retrouves, tu gagnes du temps chez ton client. Donc, tu as un client plus satisfait, qui va plus te recommander. T'évites de racheter en double, donc en fait t'es gagnant vraiment sur toute la ligne. Et en plus c'est plus beau, du coup ça flatte l'œil du client et ça fait plaisir de travailler dans un truc rangé. Et à la revente, ça a une meilleure valeur, effectivement, elle est capable de valoriser mieux son véhicule en occasion. On estime c'est plus 15 à 20% du prix du véhicule à la revente quand il est aménagé. Ouais. Alors après, c'est sûr que si c'est pas le même métier, l'artisan sera peut-être moins intéressé. Mais au pire, si ça l'intéresse pas, on fait démonter, on remonte dans le nouveau véhicule et c'est réglé. Moi, j'ai des clients qui sont créateurs d'entreprises, donc qui ont vraiment un budget très serré, qui achètent sur le bon coin des aménagements qui ont été revendus par quelqu'un qui a acheté un fourgon et qui n'avait pas besoin de cet aménagement. Et on lui installe avec grand plaisir, de façon à ce que ce soit fait en toute sécurité. Et puis on se dit que le jour où il aura plus de budget, on lui fera un truc vraiment personnalisé. Ouais, c'est une bonne démarche. Hein. Est-ce que du coup, Kamel, tu as des conseils pour un artisan pour pas qu'il se trompe dans le choix de son véhicule? C'est en fait, ça passe par la découverte des besoins. Le vendeur, en fait, il faut qu'il En fait, un vendeur, dans une découverte client, doit poser entre 70 et 80 questions. Ouais, prenez rendez-vous pour un dîner, quoi. Alors, mais en fait, c'est souvent, mais c'est vrai que 70 et 80 questions, ça paraît beaucoup, mais en réalité, c'est comme chercher une maison, voilà. Mais en fait, dans une discussion, honnêtement, ça va très vite. Et on est capable effectivement de faire une découverte complète. On est capable de comprendre effectivement tout ce qui concerne l'usage et l'utilisation du client. Et puis pour te dire, tenez-moi, on est allé loin chez Toyota. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle le test d'électrocompatibilité. C'est de dire effectivement à un client, j'ai 5 questions à te poser sur le fait est-ce que tu es compatible avec l'électrique.
Donc, c'est 5 questions. C'est une application de rencontre, mais pour véhicule. Exactement. C'est avoir le bon véhicule et c'est super important. Et ça permet, forcément, aux vendeurs de savoir exactement quelle est, on va dire, les attentes du client. Et puis, ça permet aussi au client de dire, tiens, j'avais pas pensé à ça, je m'étais pas posé cette question. Et donc, du coup, de faire une découverte et être capable de proposer la meilleure solution. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est que souvent, nos vendeurs sont accompagnés avec des carrossiers, des transformateurs, des aménageurs, pour être aussi, à un moment donné, aller récupérer de la connaissance. Et c'est un travail d'équipe, en réalité. Parce que souvent, Simon, toi, tu travailles avec pas mal de concessionnaires, de vendeurs, qui te renvoient aussi des clients et qui, à un moment donné, permet aussi de compléter, on va dire, la découverte et derrière, de se dire, il y a le véhicule, l'usage, la motorisation, bien évidemment, et puis après, derrière, l'aménagement. Et là, on arrive à avoir une solution qui soit optimale à 100%. Vous avez des retours, des fois, d'artisans, où vous les mettez en test auprès d'artisans pour avoir une meilleure connaissance de leurs besoins, de leurs attentes? Alors nous, chez Toyota, on fait souvent des tests clients, on pose des questions sur leurs attentes, leurs besoins, et pour voir effectivement qu'est-ce qui va permettre à un moment donné, bien sûr, déclencher, mais surtout d'être capable de proposer les bonnes offres. Et nous, on utilise des slogans tout simples en interne, qui est de dire le bon produit au bon prix, mais c'est ce que nous ont dit en fait, c'est des verbatim clients. J'ai besoin du bon prix, du bon produit au bon prix. J'ai besoin faut que mon utilisateur, faut que ça roule. Ouais. Et tout ça en fait, c'est des petits principes très simples, très cons, qui à un moment donné permettent de mettre en place les actions nécessaires pour répondre aux attentes, quoi. Ouais. Alors c'est sûr que des fois il y a besoin d'un peu aussi de réactivité, parce que l'artisan, il a son camion qui vient de tomber en rade, il a besoin de solutions assez rapidement. On le sait, pendant la crise du Covid, il y a eu des contraintes liées à l'acheminement des matières premières, des pièces, et les délais pour avoir des nouveaux véhicules, c'était vraiment très long, mais vous n'étiez pas le seul secteur impacté. Tout le monde était impacté. Voilà. Désormais, c'est un petit peu revenu à la normale. C'est quoi le délai moyen quand on commande un véhicule? Peut-être ça dépend aussi des modèles? Ça dépend des marques, ça dépend des modèles. Généralement, pour la plupart des constructeurs, on est entre 3 et 4 mois de délai de livraison pour une production, on va dire, sur un véhicule. Aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux, on va dire, totalement normaux. Il y a des disponibilités qu'on a en stock aussi chez les constructeurs pour ceux qui ont cassé, on va dire, leur véhicule et qui ont besoin de le changer. Et souvent, oui, vous êtes à même de pouvoir trouver des solutions temporaires. temporaires. Exactement. Ce qui n'était pas le cas pendant la crise Covid, où on n'avait plus aucune disponibilité et des délais qui étaient extrêmement longs, quoi. Donc là, aujourd'hui, on est revenu vraiment à la normale. Le rythme des usines est aujourd'hui dans un niveau tout à fait normal. Et on a plus beaucoup de contraintes, on va dire, qui sont liées à des pièces qui peuvent être manquantes et on va dire avoir un impact sur le process de production. D'accord, ça marche. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais là, Simon, je pense, va pouvoir nous faire son expertise, son retour d'expérience. Encore une petite statistique, je sais que vous aimez ça, les garçons. Selon l'organisme de prévention des risques professionnels, comme l'INRS en France, les aménagements intérieurs sécurisés, donc tout ce qui est arrimage, justement aménagement fixé au véhicule, permettent de diminuer le risque d'accident lié à des objets en mouvement lors des freinages brusques de plus de 50%. Est-ce que tu confirmes, Simon? Alors je confirme, et je ne sais pas si tu as l'info, mais je crois qu'un marteau en mouvement, en cas d'un freinage d'urgence à 50 km/h, on est aux alentours, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 tonnes. Parce que avec l'inertie, en gros, ça peut, et c'est pour ça que la cloison, elle est indispensable. Il faut pas s'amuser à l'enlever. La cloison, tu dis entre la cabine et le stockage à l'arrière. Il y a des gens qui, par praticité, pour voir ce qu'il y a derrière ou pour que le chien puisse voir la route, ils aiment bien enlever la cloison. C'est hyper dangereux. C'est interdit dans la plupart des cas. Ça n'est autorisé que lorsqu'on utilise une cabine approfondie amovible et qu'on peut justement avoir une cloison mobile. Mais la plupart du temps, ça, c'est la base de la sécurité. Puis après, il y a l'arrimage. Mais ça marche pour tout. Ça marche pour la sécurité au quotidien. Mais ça marche aussi, ne serait-ce que pour garder ses outils en bon état. Parce que quand on a ça doit être ton cas, une scie plongeante qui vaut pas loin de 1000 balles, et que, bêtement, on a un gros marteau qui tombe dessus dans un virage. Ou qui tombe sur la cargaison, la marchandise qui doit être installée et qui a mis 3 mois à être produite, etc. Donc, en fait, tout l'arrimage, c'est du gain de temps, c'est du gain au niveau de la sécurité. Au niveau des galeries, avoir une galerie homologuée, c'est indispensable, ne serait-ce que pour avoir son arrimage qui tient. Il y a peu de temps, à Meaux, j'ai croisé un 806, les vieux véhicules, avec un treillis soudé.
soudé à la carrosserie en guise de galerie. Le do-it-yourself de la galerie. Et j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, si ce mec-là freine un peu fort. Et surtout, s'il fait ses chantiers comme il fait ses galeries, on n'est pas Ouais. bien. Alors bon, là, je sais que je l'embauche pas, mais ne serait-ce que pour les autres usagers, il y a un vrai problème si demain il freine fort et que son échelle, elle se barre sur une voiture ou même sur un scooter. Et toi, tu as déjà vu des gens qui sont venus chez toi pour faire un aménagement, qui avaient leur propre aménagement et qui se sont dit, bon, ok, j'ai eu un problème, tout s'est cassé la tronche, trouvez-moi une solution. Ouais, même les aménagements achetés sur le Bon Coin dont on parlait, en fait, j'ai 2 clients qui ont monté leur boîte et qui se donnent à fond, mais ils savent pas comment fixer les meubles. C'est ça. Les rivets doigts, ils les ont pas. Et du coup, moi j'ai fait aménager mon propre véhicule et quand j'ai vu les rivets qui étaient utilisés, je dis moi j'ai pas du tout ça en stock et puis j'ai pas non plus la machine pour les installer. Donc c'est vrai qu'on pense surtout quand on est artisan, savoir tout faire, être à l'aise avec la fabrication, la construction. Mais en fait c'est un métier, savoir où fixer, comment fixer. Donc c'est voilà. Et on parlait de la restitution des véhicules, où fixer, ça compte aussi parce que si on fait un trou dans un élément sensible du véhicule, ça peut être je gênant. pense qu'il y en a déjà qui ont mis des vis pour fixer leur aménagement et qui ont traversé la carrosserie. Oui. C'est comme si on demandait à un plombier de te faire une brioche. Oui, il peut avoir du talent au fourneau, mais c'est pas son métier premier. Voilà. Exactement. C'est sûr. Bon, écoutez, les garçons, je vous propose peut-être de conclure. Est-ce que chacun d'entre vous, vous auriez un conseil à donner? Toi, Simon, pour la partie aménagement, et toi, Kamel, pour la partie véhicule. Est-ce que d'abord, il faut absolument partir sur du neuf? Est-ce que l'occasion peut être, surtout quand on s'installe, une bonne option de prime abord? En fait, ce qui va faire le choix, c'est tous les critères que seul l'artisan est capable de connaître. C'est son budget. Bien évidemment, quand on lance son activité, forcément, on a peut-être des budgets qui sont moindres. Mais ce qui est surtout important, c'est passer du temps et échanger avec avec ses différents interlocuteurs, que ce soit le commercial lorsqu'on va en concession, que ce soit l'aménageur lorsqu'on veut prévoir son aménagement. Et quand je disais tout à l'heure, c'est 80-70 questions, mais ces questions, elles sont super importantes parce qu'à un moment donné, même si on connaît son métier, on connaît son activité, on a du mal à penser à tout, quoi. Et puis peut-être aussi ne pas hésiter à demander conseil à d'autres bien professionnels évidemment. Qui font le même métier. C'est-à-dire que demander au menuisier du coin, au plombier du coin, ce qu'il a choisi, ce qu'il ferait différemment peut-être aussi. Exactement. Et c'est vrai que généralement quand on choisit un véhicule, on part pour plusieurs années, donc il faut pas se tromper. Après, les artisans, pour la plupart, ont vraiment conscience du fait qu'ils ne veulent pas se tromper. Mais derrière, effectivement, il faut mettre en place les moyens nécessaires pour faire le bon choix. Et puis pour ça, il y a rien de mieux que la proximité pour pouvoir effectivement accompagner au quotidien. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est que aujourd'hui, on a développé nous des offres pour être certain à un moment donné de se dire que on va proposer effectivement un panel de motorisation, un panel d'accessoires, un panel extrêmement important, on va dire, d'équipements pour être capable de coller vraiment aux besoins et aux attentes et bien sûr des financements qui sont très larges, ils permettent à un moment donné d'avoir l'offre sur mesure. Parce que l'utilitaire, bien évidemment, c'est un véhicule qui doit être adapté, on va dire aux besoins du client, mais en fait tout ce qui va autour aussi, quoi. Et c'est tout ce qui est donc du financement, de l'accessoire ou de la manière effectivement de l'aménager, quoi. Donc le tout, c'est de faire un travail de transition découverte. toute trouvée pour l'aménager. Simon, du coup, et est-ce que tu as un conseil? Ma réponse est exactement la même, c'est venez nous voir, on en discute, dites-nous comment vous travaillez. On trouvera des solutions pour optimiser. Et puis, n'ayez pas peur d'aller regarder sur les réseaux sociaux parce que il y a plein d'idées. Alors, parfois, à ne pas faire, mais on saura vous expliquer pourquoi ne pas le faire. Et puis après, il y a plein d'idées auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. De tiroirs longs. Il y a des aménagements, on en a dans toutes les sortes et pour tous les métiers. Mais nous, on va savoir vous proposer la plus grande variété en fonction de votre fonctionnement, de vos habitudes, de votre outillage. Et de vos retours, vous savez ce qui est pratique, ce qui n'est pas, ce qui est durable. Et puis du budget. Parce que on n'est pas là pour vendre à tout prix. Le but, c'est de s'adapter aux besoins et au budget. On va pas vendre des aménagements à 15 000 € à quelqu'un qui va juste déplacer 3 cartons par an. C'est une sage conseil, exactement. Kamel, Simon, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et votre expertise avec nous. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonnés au podcast, les garçons. Évidemment. Bien sûr. Quelle question. Suivez l'exemple de Kamel et Simon. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains podcasts. Vous pouvez aussi retrouver ceux qui sont déjà en ligne. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.